Madame la présidente, Madame et Messieurs les ministres, Madame la présidente de la Commission, Madame la rapporteure générale, j'ai l'honneur de me présenter devant vous pour solliciter le rejet du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Je peux vous assurer, en prononçant ces mots, dans le contexte si particulier pour notre Assemblée que nous vivons depuis hier 17h30, que j'en mesure la portée et je vais même dire la gravité. Il ne s'agit évidemment pas, j'anticipe la réplique que vous pourriez faire, Madame ou Messieurs les ministres, en m'objectant de manière un peu facile, presque paresseuse, il ne s'agit évidemment pas de priver notre pays d'un budget de la sécurité sociale, de bloquer les hôpitaux, de bloquer le fonctionnement des caisses d'allocations familiales ou le versement des pensions de retraite. Épargnons-nous ces arguments de dramatisation, ils ne seraient pas à la hauteur du moment et des enjeux. Car comme vous tous, je le pense, je l'espère, j'aime trop la sécurité sociale, cette singularité française, cette exception partageuse et solidaire, ce pacte social au cœur du modèle républicain. C'est bien tout le contraire qui m'anime à cet instant que la paralysie. Notre volonté est de répondre aux attentes en partant des besoins des assurés sociaux, des allocataires, des ayants droit, des patients, des retraités, mais aussi des professionnels de santé, médico-sociaux et sociaux, auxquels, bien évidemment, moi aussi, je rends hommage. Et pour cela, nous avons besoin d'un budget de la sécurité sociale à la hauteur des enjeux. Hélas, ce n'est pas ce que propose votre PLFSS, nous y reviendrons. Monsieur le ministre, tout à l'heure, dans un demi-sourire trahissant peut-être le fait que vous n'y croyez pas vous-même, vous avez osé affirmer que ce PLFSS était un texte de refondation de notre système de protection sociale, là où tous les acteurs y voient un document sans souffle, sans ambition, déconnecté de l'urgence. Certains m'ont dit, on dirait un PLFSS de fin de mandat et certainement pas un PLFSS de début de mandature. C'est pourquoi je m'adresse avant tout à la représentation nationale pour que par ce vote de rejet, forcément disruptif, elle puisse inviter de manière tonitruante le gouvernement à revoir sa copie. Nous sommes d'autant plus contraints à le faire que c'est hélas la seule prérogative parlementaire dont nous disposons à l'instant dans le contexte si particulier dans lequel nous débutons l'examen de ce texte. Après le 49.3 hier sur le budget 2023, vous avez d'emblée, par la bouche d'Olivier Véran, menacé de dégainer un nouveau 49.3 sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. L'erreur est humaine, persévérez, vous connaissez la suite. Et cette menace n'a rien de fantôme et elle se double de l'incertitude. Elle se double de l'incertitude sur le moment où vous allez le déclencher. Allez-vous reproduire la mascarade, le théâtre d'ombre du débat budgétaire du PLF que vous avez laissé se déployer pour au final écrire à votre seule manière le texte, opérant ce tri insultant pour la représentation nationale parmi les amendements pourtant votés à la majorité? Ou bien allez-vous d'emblée clore toute discussion avec un 49.3 aujourd'hui ou demain, sans permettre le moins d'examen des amendements, au mépris de la qualité des débats que nous avons pu avoir en commission, et je salue sa présidente. Admettez que cette incertitude à l'ouverture de nos débats est proprement désespérante dans un cas comme dans l'autre pour tout parlementaire attaché à sa mission. Et que le gouvernement, d'une certaine manière, n'a le choix qu'entre deux mauvaises solutions. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons à l'instant une troisième solution qui vous propose, par ce vote de rejet, de permettre au Parlement de reprendre la main, d'affirmer sa prééminence en même temps que sa disponibilité pour construire réellement un texte d'intérêt général. Car voyez-vous, si vous rejetez ce texte à cette étape, eh bien, le gouvernement ne pourra pas actionner le 49.3 cet après-midi, demain ou la semaine prochaine. C'est en soi déjà une excellente raison de rejeter le texte dès à présent. Et si vous rejetez ce texte, le gouvernement nous en soumettra un autre. Et je me plais à espérer, peut-être dans un accès d'optimisme, qu'il saura alors trouver le chemin qu'il n'a pas su ou voulu emprunter avec le PLF. Car oui, l'esprit de compromis que vous brandissez si fièrement, et encore tout à l'heure, depuis le début de la mandature, n'a été qu'une promesse sans lendemain. D'une certaine manière, ce PLFSS est une tragédie grecque qui se joue en 3 actes. D'emblée, on l'a déjà oublié, en faisant planer sur nos débats, rappelez-vous, l'épée de Damoclès d'une réforme des retraites qui aurait pu être introduite subrepticement avec possibilité de 49.3. Par cette menace,
vous avez d'une certaine manière dénaturé le PLFSS. D'emblée, vous l'avez conflictualisé. Acte 2 de cette tragédie, l'examen en commission, nonobstant la qualité de nos débats, Madame la Présidente, n'a pas traduit la moindre volonté d'ouverture. Symboliquement, vous n'avez pas jugé utile, Monsieur le Ministre, d'instituer des dialogues de Ségur par parallélisme avec les dialogues de Bercy sur le budget, sur le PLF. Même si, je le dis tout de suite, l'expérience nous a renseigné sur la faible portée opérationnelle de ces dialogues, ou plutôt de ces monologues de Bercy. Vous clamiez recherche du compromis, mais les actes n'ont pas suivi. Sur des sujets essentiels comme la question des déserts médicaux, nous y reviendrons, aucune reprise des propositions du groupe de travail transpartisan conduit par mon collègue Guillaume Garot. Et une reprise à minima des amendements du groupe de travail de la Commission sur l'accès aux soins, avec seulement 2 amendements qui ont été adoptés. Et c'est le même sort qui a été réservé, même si là aussi il y a eu un travail de qualité, au groupe de travail sur l'autonomie et la longévité. Je salue Annie Vidal, Josiane Corneloup ainsi que Caroline Janvier. Au total, 673 amendements discutés, 67 adoptés. C'est compliqué de dire à ce stade qu'il y a eu une coproduction. Et j'ajouterai, sans être taquin, quoique, que le doute s'est instillé jusque dans les rangs de votre majorité. Car quand j'ai vu arriver en commission et que je vois encore inscrit à l'ordre du jour un amendement émanant du groupe majoritaire, en tous les cas de 11 députés, Renaissance, sur l'article 43 qui vise, on en reparlera, à restreindre les téléconsultations pour arrêt de travail. Quand je vois donc ces éminents parlementaires proposer purement et simplement la suppression de cet article, je me dis, je ne sais pas si c'est le début d'une fronde, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais c'est pour moi, mais vos réactions sont tellement prévisibles. Mais c'est pour moi le signe d'un malaise profond face à votre dirigisme, incontestablement. Enfin, sur la méthode, il y a eu aussi, disons-le, ce télescopage terrible avec les travaux du Conseil national de la refondation. Combien de fois a-t-on entendu en commission, de la bouche des ministres auditionnés, que telle ou telle proposition des parlementaires, pourtant jugée intéressante ou pertinente, mais que c'était le CNR Santé ou le CNR Bien Vieillir qui traiterait du sujet dans des calendriers forcément repoussés à plus tard. Je vous le dis, cette dépossession du travail parlementaire est insupportable, plus encore quand ces mêmes parlementaires ne sont même pas associés à ces travaux. Vous avez d'une certaine manière institué des univers parallèles avec ce Conseil national de la reconduction. Vous le voyez, le troisième acte de la tragédie, c'est ce que nous vivons en ce moment, la menace du 49.3. C'est un signe d'impasse politique qui entre en résonance avec les manques, les carences, les insuffisances du PLFSS, lesquelles motivent cette demande de rejet pour mieux se remettre au travail pour répondre à ces carences et ces insuffisances. Quelles sont-elles? Votre PLFSS ne permet ni de répondre aux urgences, ni d'engager, désolé Monsieur le Ministre, les nécessaires changements structurels pour faire face aux besoins et aux crises du moment. Quelles sont-elles? La plus urgente, la première des crises, c'est l'inflation et ses conséquences sur les budgets hospitaliers et médico-sociaux. La deuxième crise, la plus injuste pour des millions de Français, c'est que la France se transforme en un grand désert médical. La plus brutale, c'est la crise de l'hôpital public, dont les Français ont le sentiment qu'il s'effondre malgré le dévouement des soignants. La quatrième carence manifeste, celle sur laquelle on jette volontiers un voile pudique, c'est le choc démographique que constitue le vieillissement de la population et auquel des réponses insuffisantes sont apportées. Et enfin, la crise peut-être la plus politique, c'est votre rapport à la manière de financer la sécurité sociale. Je commence par la crise la plus urgente, celle de l'inflation qui fragilise les Français, les personnels et les établissements. Votre projet de financement est notoirement insuffisant. Vous allez nous marteler à longueur d'intervention, vous avez commencé à le faire, que votre Ondam 2023 est inédit. Oui, il l'est. Non pas par son montant, mais parce que pour la première fois depuis que nous débattons de PLFSS, l'Ondam que vous nous proposez est inférieur à l'inflation. Et le cœur de la problématique se résume dans ce décalage qui se traduira immanquablement par des difficultés pour l'ensemble des établissements, parce que cette trajectoire fait fi des réalités que vivent les uns et les autres. Si d'aventure vous ne votez pas cette motion de rejet,
Le président Vallaud, j'en suis sûr, y reviendra dans un instant. La deuxième crise, c'est l'explosion des territoires perdus de la sécurité sociale et donc de la République que constituent les déserts médicaux. L'accès aux soins, nous le savons, n'est plus une évidence. 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. 7 millions d'entre eux vivent dans des déserts médicaux. Le nombre de médecins généralistes baisse. Nous connaissons tous le constat. J'y ajoute le constat terrible de ces déserts médico-sociaux et paramédicaux sur lesquels il faut se pencher avec la même insistance. Face à cette crise, vos réponses sont, sinon du déni, en tous les cas, du retrait. Vous proposez une 4e année d'études qui est mal ficelée. Votre principale mesure est d'harmoniser les aides à l'installation dont la Cour des comptes a montré à plusieurs reprises qu'elles ne fonctionnent pas et même qu'elles génèrent des effets d'aubaine. Vous envoyez des signaux contradictoires sur les téléconsultations. Nous continuerons à proposer des mesures pour lutter contre ces déserts médicaux à partir d'une palette large d'outils qui assument une régulation plus aboutie là où les incitations ont été impuissantes. La 3e crise, c'est celle, bien évidemment, de l'hôpital public. Les constats sont connus, les difficultés sont avérées, le manque chronique de personnel, la diminution des effectifs, la démoralisation de ceux qui y travaillent. 67% des établissements face à ces difficultés recourent à l'intérim et 42% des infirmières présentent des syndromes d'épuisement. Les réponses, là aussi, sur l'hôpital public ne sont pas à la hauteur de cette crise. Le 4e défi, vous comprendrez que je m'y arrête un instant, c'est celui du vieillissement de la population. Après la crise Covid, qui a été particulièrement agiste, après le livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet, où est la grande mobilisation pour le grand âge et l'autonomie? 7 rapports officiels commandés par les ministres, 491 propositions. Vous n'avez pas eu besoin de faire appel à McKinsey, vous avez eu gratuitement du jus de cervelle constructif et intelligent pour faire cela. J'ajoute aussi les rapports parlementaires de qualité, ceux de Caroline Fiat ou Monique Iborra, celui d'Annie Vidal, ceux de Mme Meunier et M. Beaune au Sénat. Chers collègues, ce qui s'est passé hier avec le 49.3 et le tri des amendements confirme cette absence de volonté politique. Vous n'avez pas retenu l'amendement de ma collègue Christine Pires-Beaune qui aurait permis une baisse du reste à charge pour tous les résidents et les familles en EHPAD. Voilà l'illustration de cette absence de volonté politique. Monsieur le ministre, vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de totem ni de tabou sur la question de la loi grand âge et autonomie. Nous ne sommes pas des fétichistes de la loi. Je rappelle juste que c'est le président Macron lui-même qui avait jugé absolument indispensable une loi grand âge et autonomie. Mais puisque vous avez convoqué Freud, monsieur le ministre, laissez-moi vous répondre avec Lacan. La réalité, c'est quand on se cogne. La réalité de votre PLFSS, c'est que vous vous cognez violemment sur le mur de votre procrastination sur le grand âge. Un seul exemple. Quand la Première ministre, ici même, annonce la création de 50 000 places dans les EHPAD, et on peut imaginer que ce sera 10 000 par an, ce PLFSS ne prévoit que 10 000 places, ne prévoit que 3 000 places pour pouvoir répondre aux besoins et à la qualité de l'accompagnement des personnes âgées dans les établissements. Je pourrais aussi m'arrêter sur votre refus de toutes les pistes de financement pour la branche autonomie que nous avons formulées, notamment à l'appui du rapport Vachey. Nous avions déposé plusieurs amendements en ce sens, partant d'un constat connu. La branche autonomie, certes, elle a été créée, mais vous ne la dotez que de 2,4 milliards à partir de 2024, soit un tiers du besoin de financement identifié par le rapport Libault. Ce rapport Libault qui, d'une certaine manière, a connu le même sort que le rapport Borloo, un accueil enthousiaste, mais un enterrement de première classe. Quand sur le grand âge et l'autonomie, on ne respecte pas l'invitation de la Cour des comptes, qui n'est pas un repère de gauchistes, et qui dit qu'il y a besoin de 1,3 à 1,9 milliards par an pour répondre à la croissance massive des besoins du grand âge, vous ne faites que la moitié du chemin. C'est bien la preuve que la solution n'est pas là. La 5e crise, j'irai vite, c'est celle du financement de la sécurité sociale. Notre credo, c'est la défense de l'universalité des droits assurée par une progressivité de la contribution. Sur ces 2 piliers, vous érodez les fondations, par exemple en affectant les excédents de la branche famille qui a pourtant des besoins urgents pour la petite enfance ou pour la lutte contre la pauvreté, pour résorber le déficit de la branche famille. Nous assumons d'étendre la prime Ségur de 183 € à tous les oubliés du Ségur. Nous assumons de revaloriser l'Ondam. Voilà, mes chers collègues, j'en appelle à un sursaut parlementaire. Nous sommes tous ici attachés
à notre système de sécurité sociale. En 1945, le CNR, le Seul, le Vrai, les gaullistes, les communistes, les socialistes ont su créer ce joyau. Rejetons ce texte pour mieux le réécrire, plutôt que de se le voir imposer par un 49.3. Nous avons besoin de ce rejet pour bâtir un nouveau projet.